donc vous êtes double, vous avez eu 2 fois le Grand Prix de l'imaginaire. Hein. Donc vous vous définissez comme un écrivain nomade parce que effectivement vous voyagez énormément. Vous avez vécu à Paris, à Dublin, à Singapour, à New York et dernièrement là, à Washington, c'est ça? C'est ça. Donc on a la chance d'avoir Victor Dixen, c'est un honneur, donc merci à Draguignan. Donc vous êtes l'auteur de plusieurs romans de science-fiction. Hein. Le premier c'est Le cas Jack Spark. Ça a été votre tout premier qui a été écrit en 2009, il me semble. Publié en 2009. Publié en 2009. Écrit quelques années plus tôt. Ouais. D'accord. Et donc c'est avec celui-ci que vous avez eu le Grand Prix de l'imaginaire jeunesse en 2010. Et puis après vous avez fait aussi la série Animal. Et il y a aussi Phobos. Il y a 4 titres plus un hors série, voilà les origines. Ouais. Et puis là, voilà, donc la série pour laquelle vous venez présenter le dernier volume, donc c'est Vampiria, la saga Vampiria. Alors donc, alors le pitch un peu, est-ce que vous pouvez nous présenter Alors je vais vous présenter, je vais faire un petit sondage avant pour savoir voilà, à qui on a affaire, qui ne m'a jamais lu. Voilà, il y en a qui, ça c'est bien dans les dédicaces, on peut faire des découvertes. Donc c'est vrai qu'on va parler surtout de la fantaisie historique aujourd'hui. Il y a toute une partie science-fiction plutôt tournée vers le futur. D'ailleurs demain, je remonte à Paris et je passe voir le producteur de la série télé Phobos, parce que Phobos voilà, qui est adapté en bande dessinée, ça va être aussi adapté en... Alors ils ont pris live action et animation, donc il y a les deux, on ne sait pas encore exactement. Justement ils vont me dire ce qu'ils ont choisi. Et c'est un point avec les scénaristes aussi qui s'occupent de ça. Vampiria, c'est de la fantaisie historique. Moi, quand j'écris de la fantaisie, j'aime beaucoup m'appuyer sur l'histoire de France parce que je trouve ça passionnant. Hein. Ça se lit comme un roman, déjà l'histoire, et rajouter une couche de fantastique par-dessus. Vous l'avez dit, j'ai vécu dans pas mal de pays, mais j'ai fait mon lycée à Versailles. Oui, et le lycée est vraiment à côté du château et j'allais tout le temps au château. Voilà, ça m'a vraiment. Et même si je remonte avant, quand j'étais petit, je suis tombé dans le Grand Canal quand j'avais 5 ans. Je sais pas si qui est allé à Versailles déjà ici. Ouais, donc vous avez voilà, des images du château, magnifiques, les jardins, le canal qui a été creusé sous Louis XIV et j'étais sur mon tricycle, je ne me suis pas arrêté à temps. Je suis tombé dedans, c'était en janvier en plus, donc il faisait assez froid. C'est comme Obélix est tombé dans la marmite, moi je suis tombé dans Versailles quand j'étais petit. Faut croire que ça m'a marqué. Et votre rêve, ce serait d'avoir une résidence d'écrivain avec... Alors j'avais fait un poisson d'avril, vous l'aviez vu à l'époque, il y a quelques années, où j'avais dit le château de Versailles m'offre pour écrire le prochain top de Vampiria, une résidence sur le bureau de Louis XIV. Alors il y en a certains qui ont cru, j'aimerais bien. Il m'avait invité quand même pour la sortie de Vampiria à faire une lecture dans la Galerie des Glaces après la fermeture. Donc ça c'était très impressionnant parce que c'était une immense salle qui résonne et tout. Alors, c'était voilà, j'étais assez ému quand j'ai fait ça. Mais bon, une résidence d'écriture, je suis preneur aussi. Alors pour revenir à Vampiria, qu'est-ce que c'est? Donc j'avais envie d'écrire sur Versailles depuis longtemps. Il fallait que je trouve un angle. Mais justement, je vous racontais quand j'étais au lycée et que j'allais au château entre les cours, je lisais dans les jardins du château beaucoup de romans et de romans de vampires. Parce que j'étais très mordu. C'est le cas de le dire, de vampires quand j'étais ado. C'était pré-Twilight. Voilà, on parlait des paillettes, des vampires qui brillent au soleil, ça n'existait pas à mon époque. C'était les grands classiques. Bien sûr, Dracula de Bram Stoker, Carmilla aussi de Sheridan Le Fanu, qui a un texte moins connu. Qui ici a lu Carmilla? Non? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui gagne énormément à être connu, qui a été écrit d'ailleurs quelques années avant Dracula, par Sheridan Le Fanu, qui était également un auteur irlandais comme Bram Stoker, et c'est magnifique. Hein, c'est un bijou, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Le style... on est vraiment dans du gothique, ces châteaux brumeux, ce carrosse qui arrive au galop, enfin c'est magnifique. Et toute cette tradition gothique, je la fais aller jusqu'à Anne Rice, Entretien avec un vampire, que j'ai dévoré, hein, toutes les chroniques des vampires, les sorcières, enfin tout ce que Anne Rice a écrit. Et j'avais très envie de retourner à ce vampire gothique, qui est fascinant, certes, mais aussi terrifiant et très dangereux. Alors que le vampire qu'on a lu plus récemment, notamment ce qu'on appelle la Beatlit, Twilight, tout ça, c'était un vampire devenu très fréquentable finalement, hein, qui d'ailleurs a perdu beaucoup de ses attributs gothiques. Il n'a plus peur du soleil, voilà, et puis il est très contemporain. Moi je sens moins, voilà, quand je lis Stéphanie Meyer, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je sens moins la profondeur historique que j'adore chez Anne Rice. C'est ce vampire-là que j'ai voulu mettre en scène dans Vampiria, autour d'une idée, autour d'un personnage, le créateur de Versailles, Louis XIV, le roi soleil.
qui est pourquoi ce roi? Alors c'est un très bon candidat pour le vampirisme, parce que c'est déjà le roi qui a eu le plus long règne de l'histoire de France, et même de l'histoire tout court. C'est le plus long règne jamais enregistré, 72 ans de règne. Et puis c'était le monarque absolu qui avait cette volonté de durer, de laisser un héritage. Alors Vampiria, c'est une uchronie. Ouais. Est-ce que uchronie, ça vous parle comme terme? Ouais. Alors je vous laisse peut-être le définir. Ah bah oui, il n'y a pas que moi qui parle. C'est changer un élément de l'histoire, ouais, pour observer l'avancée de la frise chronologique. Exactement. On prend l'histoire jusqu'à un point de divergence, donc un événement qui va se passer différemment de l'histoire officielle. Et après on imagine, et si, qu'est-ce qui se serait passé? Ouais. Alors, il y a eu plein d'uchronies écrites sur la Deuxième Guerre mondiale. Si les nazis avaient gagné, notamment Le Maître du Haut-Château, qui a été adapté en série télé récemment, c'était un roman de Philippe K. Dick. Moi, mon point de divergence, c'est 1715, donc la mort de Louis XIV, normalement. Eh bien, j'imagine que ces alchimistes découvrent le secret de la vie éternelle et le transmutent en vampire. Louis XIV, le roi Soleil, devient le roi des ténèbres, le premier vampire de l'histoire. Et ça se passe aujourd'hui, je me permets de prendre la BD pour vous montrer, au XXIe siècle, mais Louis XIV est toujours sur le trône et il règne depuis Versailles, non seulement sur la France, mais aussi sur le reste de l'Europe. Un royaume qui s'appelle Magna Vampiria. Et même plus qu'un royaume, un empire, parce que les autres rois et reines d'Europe lui ont prêté allégeance pour devenir à leur tour des vampires. Le monde est donc gouverné par une haute aristocratie vampirique, et je me suis dit que si le monde était gouverné par des vampires, qui par définition sont des êtres qui n'évoluent plus, qui sont bloqués dans le temps, le monde lui-même serait bloqué dans le temps. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a pas eu de progrès social, pas de progrès technique, pas de révolution française, bien sûr. Tout est resté figé. C'est resté figé. Il y a un ordre social là. Exactement, et vous me devancez là, parce que alors c'est un peu plus petit. J'ai repris la société d'ordre de l'Ancien Régime. Vous vous rappelez les trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état. J'ai rajouté un étage à la pyramide. Donc il y a 4 ordres dans mon monde. Il y a la haute noblesse vampirique, tout en haut. Alors ça, c'est les princes, les ducs, les marquis, ceux qui ont eu accès à la vie éternelle et qui sont là depuis des siècles. En dessous, on a la noblesse mortelle. Les chevaliers, les barons, qui eux sont encore mortels, donc ils se pressent à la cour de Versailles pour se faire bien voir du roi et espérer avoir la faveur peut-être d'être transmutés à leur tour. On a une nouvelle religion que j'ai appelée la faculté hématique, qui est une religion créée par les vampires autour du sang. C'est bien sûr la valeur suprême pour les vampires. Et cette faculté est chargée notamment de récolter le sang à travers le royaume, dans les églises, et de faire tout remonter vers Versailles dans des citernes. Et puis tout en bas, on a ce qui était le tiers-état, mais dans un monde à 4 ordres, ça devient le quart-état, la masse des roturiers, des paysans, qui est soumis à tout un tas d'impôts, dont la dîme. Alors là, une fois encore, j'ai emprunté à l'histoire. Je suis désolé de vous poser plein de questions, mais la dîme, vous vous souvenez de ce que c'était historiquement? Ouais, au fond, là. C'était la gabelle, ça. Et il y en avait plein, alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas gâtés. Voilà. Sur les récoltes, c'était pas sur les récoltes? C'était sur les récoltes, tout à fait. C'était dû à l'église. Dîme, ça vient de décima, le latin. C'était un dixième des récoltes qui était dû à l'église. Dans un monde gouverné par les vampires, je vous laisse deviner. Voilà, un dixième du sang. Donc tous les roturiers doivent aller à l'église, se faire ponctionner un dixième de sang tous les mois. Et tout ça remonte en citerne jusqu'à Versailles. Voilà, cette longue introduction, c'est pour vous donner mon terrain de jeu sur Vampiria, à travers les romans, les BD, le tarot, on pourra en parler, il y a même un jeu de société. Mais le roman, alors je vais très rapidement vous pitcher le premier tome, comme il y en a plusieurs qui ne connaissent pas encore Vampiria. Dans ce monde-là, ça commence dès le premier chapitre par une jeune femme qu'on va suivre pendant les 3 premiers tomes, qui s'appelle Jeanne Froidelac, c'est une roturière. Une auvergnate, elle vit dans une région assez isolée, elle n'a d'ailleurs jamais vu de vampire de sa vie. Les vampires préfèrent être dans les grandes villes où il y a tout le luxe, voilà, les fêtes et ainsi de suite. Elle a quand même été ponctionnée tous les mois, donc elle a donné son sang. Voilà. Elle est fille d'apothicaire, et le roman commence dès le premier chapitre par le massacre de sa famille. Les soldats du roi débarquent dans sa bourgade et tuent toute sa famille, ses parents, ses frères. Ils sont accusés d'appartenir à la Fronde, qui serait une organisation rebelle de roturiers mortels, qui veulent renverser peut-être un jour le règne des vampires. Jeanne est la seule survivante, et par un concours de circonstances, elle va réussir à usurper l'identité d'une noble demoiselle. Voilà, elle qui n'est que roturière. Jeanne va devenir Diane, Jeanne Froidelac va devenir Diane de Gastefriche, une baronnette.
Elle va monter à Versailles avec un objectif en tête, la vengeance. Et elle veut viser très haut, tant qu'à faire, le roi des ténèbres lui-même, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça fait 3 siècles quand même qu'il est sur le trône. Voilà, donc on est vraiment dans un roman uchronique, vampirique, avec des influences aussi dumaziennes, je dirais. J'avais beaucoup le comte de Monte Cristo, par exemple, en tête, avec ses usurpations d'identité pour se venger sous une fausse identité. Voilà, toutes ces... du temps de nos existences limitées, du temps des civilisations, et c'est vraiment ça que j'essaye aussi d'explorer dans cette série. C'est est-ce que l'histoire, elle aurait pu prendre un autre chemin? Est-ce qu'il y a peut-être aussi plusieurs temps qui peuvent coexister? Mais là, je m'avance un peu sur le roman. Vous allez voir, il y a une espèce de vertige de science-fiction à un moment donné. On se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre monde où Louis XIV serait mort pour notre histoire à nous qui coexisterait à l'histoire de Jeanne, au monde dans lequel Jeanne évolue? Mais ça, il faut lire effectivement pour le découvrir. Donc je suis revenu aux sources horrifiques du vampire. Voilà, il y a plein de versions du vampire, et c'est ça que je trouve fascinant dans cette créature. Et ce qui est bien, c'est que vos séries sont indépendantes les unes des autres, même si elles vont finir par... Dans Vampiria, ouais. Parce que Vampiria, donc c'est une grande fresque romanesque. J'ai prévu 12 tomes. Donc c'est là que les gens se lèvent et quittent la salle, généralement quand j'annonce ça. Mais je mets un bémol, en fait c'est des trilogies successives. Tous les 3 tomes, je change de personnages principaux, je change de continent, je relance mon intrigue. Donc les 3 premiers tomes... C'est des personnages différents. Voilà, les 3 premiers se passent vraiment en Europe et on va suivre Jeanne dans sa quête de vengeance. Je suis actuellement en train d'écrire la 2e trilogie qui s'appelle Vampiria America, et là on part vers les Amériques avec un roman choral. On a plusieurs personnages principaux, mais attention, ce sont des Amériques uchroniques. Ça a beau se passer au 21e siècle, il n'y a pas eu d'États-Unis, il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, pas de révolution, donc tout le continent est encore sous le joug des puissances européennes. La côte Est, c'est les 13 colonies anglaises, la côte Ouest, la Californie, c'est la Nouvelle-Espagne, et le gros morceau, tout le centre du continent, depuis le golfe du Mexique jusqu'au Canada, c'est la Louisiane, qui est encore française. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi la période, la date de la mort du roi Soleil, mais alors ça préfigure le siècle des Lumières, et là, paradoxalement, c'est aussi un âge des ténèbres, parce que il y a une résurgence des superstitions, et donc vous jouez là-dessus. En fait, nous, Français surtout, on a une vision un petit peu enluminée du siècle des Lumières et du règne de Louis XIV, parce que c'était l'époque du rayonnement de la France dans le monde, le développement des arts, la gastronomie, enfin tout a été inventé à cette époque, on est encore les héritiers de cette époque. Mais on enseigne moins le côté sombre du règne, qui existe néanmoins. Il y avait le côté lumineux, les ors, et puis il y avait le côté sombre. C'est l'intolérance religieuse, avec la révocation de l'édit de Nantes notamment. C'est l'instauration de l'esclavage dans les colonies, avec le Code noir qui a été édicté par Colbert sous Louis XIV. Et puis c'est le retour des superstitions du Moyen-Âge. C'est pas très connu, mais en fait, c'est sous Louis XIV qu'on a le plus pratiqué la sorcellerie en France. Il y avait notamment l'affaire des poisons. Hein, les courtisans, les courtisanes s'empoisonnaient à tour de main, commandaient des messes noires avec assassinat d'enfants. Enfin, c'était vraiment terrible, sous le règne de Louis XIV. Donc j'ai vraiment voulu, dans cette série, et ça c'est ce que m'offre la fantaisie historique, à la fois rendre grâce au grand siècle pour tout ce qu'il nous a apporté, parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses, et en même temps montrer ses crimes, et ne pas me voiler la face par rapport au côté sombre aussi du grand siècle. Donc c'est je dirais de la dark fantasy, s'il faut mettre un genre. Voilà. Donc là vous avez parlé des auteurs, vous êtes placé sous les auspices de ces auteurs, donc il y a Anne Rice, il y a Alexandre Dumas, et il y a aussi Tarantino. Oui, alors ça peut paraître inattendu par rapport aux 2 autres, mais ça c'est pour le rythme. C'est vrai que pour l'ambiance romantique, moi j'adore les ambiances très romanesques, romantiques, avec les intrigues de cour, ce luxe dans lequel on se coule et qui est un peu vénéneux en même temps. Donc ça c'est vraiment le style que j'ai essayé de travailler dans la série. C'est Anne Rice là qui m'a inspiré. Mais pour le rythme, c'est Tarantino. C'est un rythme qui est vraiment très nerveux, beaucoup d'action. Mon but c'est vraiment de tourner les pages. Et en fait, ce qui m'a permis de faire ça, c'est mon héroïne, c'est Jeanne. Jeanne, c'est un personnage extrêmement impulsif, qui a un instinct de survie très fort. Elle est fougueuse. Très fougueuse, et dans ce monde mortellement dangereux, où la vie ne tient qu'à un fil, elle réussit à s'en sortir, mais à chaque fois avec un esprit très brillant, parce qu'elle qui n'est que roturière pour faire sa place à Versailles, réussir à ne pas être démasquée, il lui faut des ressources quand même. Et elle n'hésite pas d'ailleurs à trahir, à mentir, parfois même à tuer.
Voilà, mais parce que le monde l'exige. Ah oui. Dans ce monde qui est figé depuis des siècles et comme ossifié, comme pétrifié, il me fallait un personnage comme un boulet de canon qui casse tout sur son passage, et c'est Jeanne qui fait le job, ce qui donne aussi ce rythme frénétique au récit. Mais elle m'a donné des sueurs froides. Ah ouais. Vous savez, vous aussi, vous l'avez lu? Ouais. Je la trouve intrépide, mais c'est vrai qu'elle trahit, elle tue, elle ment. Voilà, ouais. Alors on se demande s'il faut l'avoir comme amie, mais en même temps, comme ennemi, c'est encore pire. Donc faut peut-être mieux l'avoir de son côté. Mais c'est vrai que, vous savez, quand on écrit, c'est un truc qui est un peu magique dans l'écriture, c'est qu'on colle au personnage, on contrôle un peu les personnages, mais en même temps, ils nous échappent. On planifie beaucoup à l'avance son intrigue, tout ça, et quand on se met à écrire, les personnages deviennent vivants, ils sortent un peu de nous, et on les voit en train d'agir. Donc on est entre le contrôle et le lâcher-prise. Et ça, je l'ai expérimenté dans tous mes romans, avec Léonore, dans Phobos, et ainsi de suite. Cette espèce de d'éloignement, le personnage prend un peu d'avance sur moi. De tous les personnages que j'ai créés, Jeanne, c'est vraiment celui qui m'a le plus échappé. Elle a fait des choses que j'aurais jamais imaginées, je me suis dit, elle va quand même pas faire ça. Elle le faisait, elle faisait pire encore, donc elle m'a vraiment bluffé à l'écriture. Qu'à sa tête, mon tarot de Marseille, hein, qui remonte au XVIe siècle, il y en a 4. 3 masculines, une féminine. Valet, cavalier, roi et reine. Moi, je voulais vraiment un jeu de combat, un jeu mixte en fait. Du coup, j'ai rajouté des cartes par rapport à un jeu traditionnel. On a 6 figures de cour, 3 masculines, 3 féminines. Éclaireur, éclaireuse, cavalier, cavalière, commandant, commandante. Ce qui donne encore plus de sens et de richesse au tirage, mais bon, tout est expliqué dans le livret à l'intérieur, pour les débutants qui ne connaissent pas encore. Oui, il y a même un jeu de société aussi. Oui, tout à fait, qui est basé sur le premier tome. Ouais, on l'a ici. Alors vous allez voir, sans spoiler le premier tome. Donc c'est vraiment tout un univers. Ouais. Jeanne, quand elle arrive à la cour, elle découvre plein de choses. Voilà, cette cour vampirique et pleine d'intrigues. Il y a notamment une compétition qui est organisée tous les ans entre les jeunes mortels qui font leur entrée à la cour. C'est la compétition de la gorgée du roi. Chaque année, Louis XIV, donc le roi des ténèbres, va choisir un écuyer et un écuyère qui vont faire partie de sa garde rapprochée et leur donner à boire une gorgée de son sang royal, son sang sacré, qui va leur conférer certains pouvoirs. Et bien sûr, il y a une grande compétition pour savoir qui aura l'honneur suprême d'avoir une gorgée du sang du roi. Dans ce jeu, on joue les écuyers, les aspirants écuyers qui essayent de tirer leur épingle du jeu pour arriver jusqu'au souverain. Mais attention, c'est un jeu à rôle caché, un peu comme les loups-garous de Tierce-Lieu. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous connaissez votre rôle au début de la partie, les autres ne savent pas. Il y a certains joueurs qui sont des courtisans loyaux, donc ils sont vraiment loyaux à Louis XIV. Il y en a d'autres, c'est des frondeurs infiltrés, comme Jeanne en fait. Leur but, c'est de gagner la gorgée du roi, non pas pour boire la gorgée, mais pour être tout près du roi et pouvoir le tuer. Et puis il y en a d'autres qui sont des courtisans ambitieux, qui essayent de mettre Louis XIV un peu en situation de faiblesse pour augmenter leurs privilèges. Et ça, vous connaissez votre rôle au début de la partie, les autres ne le savent pas, donc il y a des alliances, des contre-alliances, des trahisons, un peu comme dans le roman finalement. Alors, je parle beaucoup, hein, vous me dites si le... Alors, on va revenir au roman. Donc, le premier cycle, donc, ça se passe dans la vieille Europe. Et puis, le deuxième cycle, donc, c'est les États-Unis. Et le troisième, alors le lapsus, j'ai souvent le lapsus les États-Unis, les Amériques. Ouais. Les Amériques, voilà. Et America. Et le troisième, je dis pas encore. Ça sera la surprise. J'avais cru entendre l'Afrique ou... Ah bah, les lecteurs ont leur théorie. Alors c'est vrai que l'Asie, on peut peut-être s'y attendre parce que j'y ai vécu. Et puis il y a des personnages asiatiques qui arrivent dans la série dès le premier tome. On a notamment Naoko qui vient de la cour impériale du Japon. Il y a Suraj aussi qui vient d'un royaume indien, le royaume de Jaipur. Mais c'est vrai que ça me permet d'aborder un autre point qui était important pour moi dans Vampiria. Je parlais tout à l'heure de l'image qu'on a un peu enjolivée du grand siècle, nous Français, parce qu'on l'apprend Louis XIV à l'école. Et j'avais envie de montrer le côté sombre. J'avais aussi envie de casser un peu les codes et d'avoir des irruptions d'imaginaire étrangers dans la cour de Versailles. Donc on a Naoko dans le premier tome, elle est un peu comme une geisha, elle arrive, c'est une courtisane venue du Japon, et elle apporte avec elle aussi tout l'imaginaire du Japon, notamment les yokai. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, c'est les monstres dans la mythologie japonaise qui sont, je trouve fascinants parce que c'est tellement différent de notre imaginaire et Naoko elle apporte ça avec elle. Naoko, ouais, c'est vraiment un personnage qu'on retrouve d'ailleurs dans les deux trilogies. Elle réapparaît dans le tombeau des étoiles.
le tombeau des immortels, l'indépendance, et ils sont gouvernés par la vieille Europe, toujours sous le joug du roi Soleil. Et alors là, vous faites intervenir 6 Desperados. Ouais. Alors autant la première trilogie, on est sur Jeanne, sa vengeance, voilà, sa fausse identité. Dans la deuxième trilogie, j'ai un roman choral avec 6 personnages principaux, 6 points de vue. J'alterne dans les chapitres. Personnages très différents. Voilà, ça me permet d'explorer encore plus ce monde. Hop. Et en fait, ces 6 Desperados, ils ont beau venir d'horizons très divers, ils ont un point commun, les vampires leur ont tout arraché. Alors il y a un des personnages, c'est Raphaël, qui est Raphaël de Montesueño, qui est un chevalier espagnol qui apparaît déjà dans la première trilogie, dès le premier livre, et qu'on retrouve, c'est un de mes 6 Desperados. Donc lui, les vampires lui ont volé l'amour de sa vie, mais ça je vous laisserai lire la première trilogie pour savoir comment. On a Archer Morton qui lui vient du Massachusetts, donc tout en haut des 13 colonies, et plus exactement de la ville de Salem. Donc, Salem, ça vous dit peut-être quelque chose, voilà. Voilà, parce que Vampiria, bon ça s'appelle Vampire, ça parle de... Bah oui, là c'est les sorcières de Salem. Pour moi, cette série, c'est un moyen finalement de rendre hommage à la littérature gothique que j'adore, à travers toutes ces images, toutes ces tropes. Il y a les vampires, il y a aussi la créature de Frankenstein avec Orfeo. Voilà. Et bien sûr, quand je vais vers les Amériques et que je pense gothique Amérique, c'est les procès des sorcières de Salem. Donc lui, Archer, c'est un puritain, fils de révérend docteur, et sa sœur jumelle, Arrow, est accusée de sorcellerie et envoyée à Boston pour être jugée et sans doute brûlée par l'inquisition vampirique. Parce que les vampires se méfient un peu des sorcières. Elles sont incontrôlables, elles ont un pouvoir voilà, qu'on ne réussit pas à... Donc, il perdra peut-être sa foi après avoir perdu sa sœur. Ensuite, on a Annabelle Lee. Donc elle, Annabelle, elle vient de l'autre extrémité des 13 colonies, tout au sud, la Géorgie. Et c'est une belle du sud. Ce qu'on appelait les Southern Belles. Je ne sais pas si vous avez en tête Autant en emporte le vent, Scarlett O'Hara. Donc c'est vraiment un type social de l'Amérique. C'était ces jeunes femmes de bonne famille qui étaient voilà, une éducation parfaite, qui savaient jouer de la musique et tout, qui étaient vraiment élevées pour faire un beau mariage et dans des manoirs magnifiques. Mais elle, en fait, son visage lui a été volé par une abomination qui lui a arraché vraiment son visage, sa beauté qui faisait son statut social. Et privée de son visage, elle a perdu tous ses privilèges. Ses parents l'ont reniée. Elle n'a plus aucun statut. Et elle va essayer de se lancer dans cette mission des Desperados pour essayer de retrouver sa place dans la société. Encore en vie, mais elle a perdu le goût de vie et perdu l'inspiration. Et elle va se joindre aux Desperados justement pour essayer de retrouver ce talent qui lui a été volé par le marquis de Brooklyn. Donc Raphaël, j'en ai parlé. Ensuite, on a Waya de la Vallée Bleue qui est un Cherokee. Voilà, un chasseur Cherokee. Il faut savoir que les tribus amérindiennes dans ce monde-là, qui vivent au pourtour des 13 colonies, ont passé un pacte avec les vampires pour servir un peu de filtre et empêcher que les abominations, les monstres qui vivent à l'intérieur du continent aillent attaquer les 13 colonies. Mais voilà, ces monstres sont de plus en plus virulents ces dernières années et le clan de la Vallée Bleue a décidé d'envoyer Waya à New York pour qu'il se fasse transformer en vampire et renouer ainsi le lien entre les vampires anglais des 13 colonies et les tribus amérindiennes. Et lui, il ne veut absolument pas être transformé en vampire, mais voilà, on ne lui a pas laissé le choix. Et on termine par Sibylle, qui est une sorcière. C'est elle un peu l'âme de la machination, c'est elle qui mène les 5 autres Desperados, pardon. Elle a beaucoup de secrets, mais ça, je vous laisse le découvrir à la lecture. Et pour terminer, pour donner un sens à tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'est quoi cette fameuse mission que veulent faire mes 6 Desperados ? Eh bien, ils veulent prendre d'assaut le plus grand palace vampirique à New York, qui accueille vraiment toute l'aristocratie du Nouveau Monde, lors d'une grande soirée qui a lieu tous les ans, le bal des débutants, qui est un peu inspiré par le Met Gala, mais en version vampirique baroque. Faire une prise d'otage. Une prise d'otage, voilà, dans ce palace, lors de la plus prestigieuse soirée de l'année, de manière à faire plier le pouvoir vampirique. Mais que peuvent une poignée de mortels contre les vampires les plus puissants des Amériques, ça... C'est un roman choral qui est porté par ces 6 personnages, et c'est marrant parce que vos lecteurs, ils ont des préférences pour des personnages. On a toujours des préférences, et dans une grande saga comme ça, on peut vraiment suivre les personnages qu'on apprécie, les voir évoluer. Moi, ce que j'adore en tant que lecteur, c'est voir des personnages changer, que le personnage soit différent entre la première et la dernière page d'un roman, et d'autant plus entre le début et la fin d'une saga. Et dans Vampiria, alors non, j'en ai pas vraiment. On me demande souvent votre personnage préféré, mais bon, il faut vraiment partie de
de cet univers. Après, j'aime les écrire pour des raisons différentes. C'est vrai que bon, si je reprends le petit groupe des Desperados, Desiree, c'est vraiment l'humour, quoi. Elle apporte cette note de légèreté dans vraiment un roman qui est entièrement en tension. C'est un huis clos, ils sont enfermés dans cet hôtel, ça se passe en l'espace de 3 jours, avec énormément d'actions qui s'accumulent, et elle a cet humour qui me permet de faire baisser un peu la tension au cours de l'action. Raphaël, c'est vraiment le romantisme au sens littéraire du terme. C'est un personnage très romanesque, romantique, né sous une mauvaise étoile, tourmenté, sur qui le destin s'acharne. Donc voilà, il est intéressant à écrire pour ça. Waya, il apporte avec lui tout l'imaginaire des peuples premiers des Amériques, qui est aussi fascinant. De la même manière que je parlais du Japon, des yokai, la culture des Indiens d'Amérique, cette mythologie qui est en rapport avec la nature, c'est quelque chose qui est absolument fascinant pour nous occidentaux, et j'ai essayé de le mobiliser. J'ai rencontré du coup des représentants de tribus pour discuter avec eux, j'ai lu sur le sujet, et c'est tellement vaste parce qu'il y a des milliers de tribus en Amérique qui ont chacune leur mythologie particulière. Là je me suis vraiment focalisé sur les Cherokees, mais il y en a plein d'autres. Et dans le deuxième tome, le Tombeau des étoiles, où on va plus vers l'ouest, ça va être plus la mythologie Navarro que je mets en scène, autour du Grand Canyon. Ouais. Donc vous êtes traduit à l'étranger, donc en anglais. Et quel est l'accueil alors que vous réservent les Américains Eh ben, j'étais très content parce que le premier tome est paru donc l'année dernière, et la presse, alors il y a une Star Review, donc revue étoilée dans la revue qui s'appelle Publishers Weekly, qui est un peu la bible de l'édition aux États-Unis. Et Star Review, c'est quand les livres qui ressortent du lot. Et ils ont dit Anne Rice's fans will be enthralled. Les fans d'Anne Rice vont être enthousiasmés. Donc, comme Anne Rice, c'était mon inspiration, là j'étais super content. Et donc c'est rare en plus pour les auteurs français d'être traduits. Ouais, c'est vrai que nous on a beaucoup d'auteurs anglais qui sont traduits en France. L'inverse est moins vrai. Il faut savoir que les Américains ils ont déjà tellement de production en fait. Ça, c'est d'une part il y a ça, et d'autre part c'est quand même une culture qui est assez auto-centrée, qui est un peu moins curieuse. Nous Européens, on est très curieux du monde extérieur, des autres pays. Les Américains sont très centrés sur eux-mêmes, donc il faut vraiment y aller pour les intéresser à autre chose. Donc je suis content que ça ait été traduit, et surtout cette série-là, parce que c'est très français dans le fond, quoi. Ça parle de Versailles, de Louis XIV, et ça va permettre de le faire découvrir à sans doute des Américains du Midwest qui vont découvrir Versailles. C'est sympa ça. Voilà, il y a peut-être des questions. C'est pas la troisième série. Ah, c'est la deuxième fois que vous posez la question, vous voulez vraiment savoir. Mais des fois, en posant plusieurs fois, on peut... Ouais, il aurait fallu me faire boire un petit peu là, s'il y avait du vin peut-être. En tout cas, vous portez bien le costume. Du sang d'ailleurs. Vous portez bien le costume. Ah bah merci beaucoup. Oui. Alors oui, parce que quand je fais ces tournées de dédicaces, on fait parfois des balles vampiriques. On en a organisé un dans l'Est, là, à Épinal. J'en ai encore un à Toulouse, à Montpellier et à Paris. Et du coup, là, c'est en costume, et les gens vraiment jouent le jeu. Il y a des costumes magnifiques, souvent faits main, des robes de marquise et tout, avec bien sûr une petite goutte de sang au coin de la lèvre. Et ça, on s'amuse bien. Qu'est-ce qui se passe dans ces soirées alors? Ah, je n'ose le dire, j'ai signé une clause de confidentialité, j'ai pas le droit. On voit du sang. Il y a des cocktails, un peu des Bloody Mary arrangés. On s'amuse bien. Voilà. Quel est votre parcours académique? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'écrire? J'ai fait des études littéraires et une école de commerce. Donc voilà, de formation généraliste avec une base littéraire. Et après, le métier d'écrivain, c'est vrai qu'en France, on l'apprend en faisant. Aux États-Unis, il y a vraiment des formations depuis très longtemps, ils appellent ça les MFA. C'est des cycles universitaires où vous apprenez à écrire. Ce qui est pas mal, parce que ça donne une boîte à outils, mais ça crée aussi une écriture qui est un peu formatée parfois. Donc qui est une écriture efficace, mais un peu formatée. En France, c'est l'inverse. On dit qu'on n'apprend pas à écrire, voilà, c'est par soi-même, il faut trouver son style, il faut trouver sa voix. Je pense que c'est dommage parfois de se priver d'un apprentissage, et la réalité est sans doute entre les deux. C'est bien d'avoir des outils, mais de savoir s'en détacher et de sortir des cases pour... voilà, donc... vous avez beaucoup lu, là, vous étiez inspiré de Tolkien. Oui, alors ça, c'est surtout... on a tous, comme tous les auteurs, ont des œuvres qui les ont inspirés, qui leur ont donné envie d'écrire, et... C'est pas du tout original de dire ça pour un auteur d'imaginaire, mais Tolkien, ça a été une vraie claque quand je l'ai lu. Alors je l'ai lu à 13 ans, puis après je l'ai relu plein de fois. Et c'est vrai que j'ai pris conscience, je pense, en lisant Tolkien, du pouvoir créateur, démiurgique de la littérature, qu'on pouvait créer un monde
aussi réel, voire plus réel que notre monde, le temps de la lecture, parce que la Terre du Milieu, ça existe vraiment. Il y a cette profondeur historique, il y a tout ce que Tolkien écrit dans Le Seigneur des Anneaux, et puis il y a tout ce qui est entre les lignes. Ces cultures qu'il a inventées, ces langues, et ça on le sent, on sent cette profondeur. J'étais tellement mordu de tolkienisme quand j'étais ado que j'ai appris l'elfique. Et en fait, il y a deux langages elfiques, hein. Il y a le sindarin et le kenya avec des orthographes et des alphabets. À l'époque, c'était avant Internet, donc il y avait pas les dictionnaires d'elfique n'existaient qu'en anglais. Je suis allé pour la première fois en Angleterre pour les acheter. Et dans mon collège, il y avait un autre élève qui était complètement comme moi dans l'elfique, et donc on se faisait passer des mots en elfique. Et là, les professeurs ne pouvaient pas savoir ce qu'on se disait. On avait même écrit au tableau en elfique une fois. Mon elfique est un peu rouillé maintenant, hein, je ne parle plus trop. Oui. Dans votre saga, donc, il y a le tarot interdit aux humains. Est-ce que la Magna Vampiria aurait un tarot vampirique comme les autres outils qu'on peut découvrir dans votre univers? Alors je ne l'ai pas imaginé encore, mais peut-être mortel. Contrôle des réservoirs de sang, contrôle du temps et de l'histoire. Donc je ne sais pas si il pourrait manipuler un tarot. Je préfère laisser ce privilège aux mortels qui essayent de leur résister. Et peut-être des mortels réunis en esclavage pour leur tirer les cartes alors. Ah oui, ça pourrait être pas mal. Alors il y a l'œil des innocents, qui est donc le devin très mystérieux. Vous allez voir que rencontre mon héroïne Jeanne dans le tome 2. Alors c'est une petite scène moi, que j'ai beaucoup aimé écrire. Vous savez, le cimetière des innocents à Paris, ça vous dit quelque chose? Alors c'est aux Halles, là où sont les Halles aujourd'hui. Avant il y avait un cimetière, il y a la place des innocents et qui garde encore le nom de ce cimetière. C'est le plus vieux cimetière de Paris, très gothique. Voilà, il y avait des fosses communes. Et puis il y avait notamment au Moyen-Âge des tourelles, ce qu'on appelait des reclusoires, où des moines ou des sœurs s'enfermaient à vie en faisant vœu de solitude. Et les gens venaient par charité les nourrir à travers une fenestrelle. Donc c'est une toute petite ouverture, comme ça, comme une boîte aux lettres. Et ils restaient toute leur vie enfermés là-dedans. Et il y avait juste cette petite ouverture avec le monde. Donc Jeanne, elle va aller au cimetière des innocents. Elle va tomber sur un de ces reclusoires. Et il y a un devin qui est enfermé dedans, qui s'appelle l'œil des innocents, parce qu'à travers sa fenestrelle, il observe tout ce qui se passe dans ce cimetière. Il va lui tirer les cartes. Elle ne voit jamais son visage. Il y a juste ses mains. Des mains très anciennes avec des ongles tellement longs qui se recourbent. On le voit bien sur la carte numéro 9. Voilà, sur la carte effectivement du reclus. Ouais. Il lui tire les cartes et c'est comme ça qu'on découvre le jeu. Mais alors, à un moment donné, on sait que cet œil des innocents, il quitte ce reclusoire. C'est sans doute l'Inquisition qui allait le chercher. Et quand on lit le petit livret du tarot interdit qui explique comment se servir des cartes, et bien c'est l'œil des innocents qui vous explique que depuis la prison où les vampires l'ont enfermé, il a réussi à vous envoyer le jeu dans les égouts et c'est arrivé jusqu'à vous. Donc voilà, les vampires effectivement parfois capturent des mortels pour essayer peut-être qu'ils leur tirent les cartes. Mais là il a réussi à faire passer le jeu dans les égouts. Vous avez un rythme de travail particulier d'après ce que j'ai vu dans certaines de vos interviews, notamment la nuit. Oui, j'écris beaucoup là, alors je dors peu, ça depuis toujours. Avant j'avais deux métiers, un écrivain et un autre métier pendant la journée, donc là j'écrivais, les Américains disent day job pour le métier de la journée, donc c'est une bonne expression. Et mon night job, c'était d'écrire. Mais naturellement c'est mon rythme, parce que je trouve que la nuit, c'est tellement facile pour l'imagination de s'envoler. En fait, on est face à son écran, tout est plongé dans le noir, tout est silencieux. C'est comme si le monde réel se mettait entre parenthèses et les mondes qu'on imagine deviennent réels. Je pense que c'est le meilleur moment pour écrire, mais c'est aussi le meilleur moment pour lire, pour les mêmes raisons. Voilà, donc j'ai tendance à me lever très tôt le matin, vers 3h30, 4h, et puis de me mettre à écrire. Là, c'est vraiment le moment le plus créatif. Maintenant, j'écris à plein temps depuis une dizaine d'années. Vous écrivez, non? Alors j'essaye mais pas toujours, parce que parfois le rythme est un peu sportif, mais j'écris quand même un peu tous les jours. Mais moins que quand je suis chez moi, effectivement. Donc j'aime beaucoup la nuit pour ça. Mais je pense qu'il y a une petite touche nocturne, ça se voit dans mes romans, parce qu'il y a toujours un peu de nuit dans mes romans. Alors dans Vampiria, bien sûr, mais même dans Phobos, on est dans l'espace, qui est un peu la grande nuit infinie. Et Phobos, vous pouvez peut-être nous parler un peu de Phobos aussi. Ouais. C'est une mission pour coloniser Mars, mais avec une émission de télé-réalité. Ouais. Alors c'est très différent de Vampiria. On retrouve, alors les lecteurs qui ont lu les deux et l'ensemble de mes livres me disent que la manière de raconter,
Le côté immersif et le rythme, les rebondissements, ça c'est peut-être ma marque de fabrique. Mais lorsque j'écris de la science-fiction, ce qui m'inspire, c'est souvent l'actualité. En fait, je décèle des signaux faibles dans notre présent, dont je pressens qu'ils vont jouer un rôle très important dans l'avenir, et j'essaye ensuite de dérouler la bobine, une fois encore projeter des avenirs possibles, comme avec le tarot. Et c'est souvent la technologie qui m'inspire ça. Dans Phobos, quand j'ai commencé à y réfléchir, 2012-2013, le premier est paru en 2015, on commençait à parler de plus en plus de Mars comme la prochaine frontière du genre humain, et je sentais un peu la même ébullition autour de Mars que ce qu'on a connu autour de la Lune dans les années 60. Et ça n'a fait que se confirmer depuis. Il y a des projets vraiment très concrets d'envoyer des gens sur Mars dans les 10 prochaines années. Donc je me suis dit, c'est le moment pour un écrivain d'imaginer le premier voyage vers Mars avant qu'il arrive. Et au même moment, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience du monde d'écran qu'on avait construit autour de nous ici sur Terre, à travers les téléréalités, les réseaux sociaux, les smartphones, voilà. C'est une espèce de contraste, comme si au moment où l'infini de l'espace s'ouvre à nous, on avait construit une prison d'écran autour de nous sur Terre. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du programme Genesis. Alors dans Phobos, on est dans un futur proche où le gouvernement des États-Unis est ruiné et vend toutes ses institutions. Donc ils vendent les autoroutes, les musées et la NASA. C'est un fonds d'investissement privé qui rachète la NASA. Et ils décident de rentabiliser leur investissement en lançant la première mission vers Mars, qui est aussi la plus grande émission de télé-réalité de tous les temps. On envoie 12 astronautes, 6 hommes et 6 femmes vers Mars en aller simple. Parce que la technologie qu'on maîtrise aujourd'hui, et ça j'ai vraiment fait on parlait tout à l'heure des recherches historiques pour Vampiria, là c'est vraiment basé sur des recherches scientifiques. La technologie qu'on maîtrise aujourd'hui nous permet d'envoyer des gens sur Mars, pas de les faire revenir. Une fois qu'on est dans le puits gravitationnel de Mars, la gravité est trop forte avec les ressources locales et la technologie actuelle pour redécoller. Donc, mes 12 astronautes, ils savent que c'est un voyage en aller simple, ils ont signé, ils ont aussi cédé leur droit à l'image jusqu'à la fin de leur jour. Il y a une base qui a été construite par des robots à l'avance censés les accueillir. Et il y a 5 mois de voyage jusqu'à Mars pour faire connaissance à travers un jeu de speed dating. Donc tout ça est filmé bien sûr. Et ils vont devoir se séduire de manière à choisir leur partenaire pour la vie. Et à l'atterrissage sur Mars, les 6 mariages seront célébrés et ils seront heureux, auront beaucoup d'enfants et ainsi de suite. En tout cas, ça c'est ce qu'on a vendu aux astronautes et c'est ce qu'on a vendu aux spectateurs. Mais ce que les 12 astronautes ignorent, ce que les milliards de spectateurs ignorent, et ce que le lecteur apprend dès les premières pages, c'est que les organisateurs savent que la base à l'arrivée n'est pas viable et que les astronautes vont mourir. Ils n'ont pas moyen de faire demi-tour, je vous rappelle. Les organisateurs ont décidé de lancer malgré tout le programme pour faire un maximum d'argent pendant les 5 mois de voyage, c'est des milliards et des milliards de dollars dont on parle, et partir avec la caisse dans la nature après. Donc on est dans un roman qui est vraiment dans la tension avec plusieurs niveaux de suspense. Il y a un premier niveau de suspense où on est comme les spectateurs de la chaîne Genesis, c'est comme ça que s'appelle le programme, on se demande qui va terminer avec qui dans ce jeu de speed dating. Parce qu'il y a des coups fourrés entre candidats, et voilà, il y a des secrets, voilà, il y a tout un premier niveau de suspense, puis il y a un deuxième niveau de suspense, c'est la survie. Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'on les a envoyés à la mort, et qu'est-ce qu'ils vont faire, sachant qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Voilà, un peu faux. C'est ça qui est en train d'être adapté en série télé. 12 astronautes venus de 12 pays qui représentent 12 cultures, 12 personnalités aussi, et on suit vraiment particulièrement le point de vue de Léonore qui est l'astronaute française, qui est une jeune femme qui est orpheline, c'est un bébé poubelle, en fait elle a été trouvée dans une poubelle lorsqu'elle était très jeune avec une énorme brûlure sur le dos. Donc elle a ce complexe très fort physique, elle pense qu'elle a été abandonnée parce qu'elle a été brûlée gravement, et que ses parents ne voulaient plus d'elle, donc avec des greffes successives, elle a survécu, mais elle est toujours très complexée par cette brûlure qu'elle porte sur elle, et qu'elle a même métaphorisée dans son esprit, elle l'appelle la salamandre, parce qu'elle a survécu au feu, et cette brûlure a un peu une forme de salamandre. Et c'est un peu le mauvais génie de Léonore dans le roman. On a parfois la salamandre qui lui parle à l'oreille, qui la fait douter d'elle-même. Donc l'arc de ce personnage, ça va être de prendre confiance en elle-même tout au long de la saison, de la série. Mais elle affiche beaucoup d'assurance en surface. Mais nous, on a accès à ses pensées, on sait qu'elle doute beaucoup. Et elle est confrontée, elle est dans ce jeu de speed dating, donc elle va découvrir avec les autres, les 6 candidats garçons qui ont été envoyés, qui représentent 6 cultures. Donc il y a l'américain, le canadien, le japonais, le brésilien et le russe. Il y a un roman... Et le nigérian. Voilà. Il y a un roman qui conclut la saga, c'est donc les origines.
Vous avez écrit à la fin, en dernier? Non, je l'ai écrit entre le tome 2 et le tome 3. C'est vrai que Phobos, c'est 4 tomes qui se suivent, et puis un tome bonus, préquel, comme on dit, qui raconte le passé des personnages avant qu'ils embarquent pour cette mission. On peut le lire quand on veut. Il y a des gens qui commencent à lire par celui-là, comme c'est un préquel. Il y en a d'autres qui lisent tout et qui terminent par celui-là. Je trouve que le moment où les révélations tombent le mieux, c'est le moment où je l'écris, donc c'est entre le tome 2 et le tome 3. Voilà, faire une petite pause dans l'action, faire un flashback, retourner sur les personnages. Et ça nous permet aussi de voir le processus de sélection de Serena McBee, qui est la grande productrice. Donc c'est elle qui gère tout, c'est elle qui prend la décision de lancer la mission malgré tout. Et Serena, elle est vraiment au cœur de Phobos, c'est la grande méchante, hein, mais c'est aussi un génie du mal. Elle est brillante dans sa manipulation des images. C'est vrai que Phobos, c'est une série avec beaucoup de personnages, c'est comme un opéra de notre monde, un opéra de l'espace, mais ça se résume à un duel entre deux personnages, Léonore et Serena. Et pas, par exemple, son frère, de qui il était très proche et très en conflit. Eh bien, Monsieur, le frère du roi, est mort plusieurs années avant Louis XIV. Or, mon point de divergence, c'est 1715. Donc voilà, Monsieur était déjà mort, il est mort d'une crise d'apoplexie. Parce que, à la suite d'une dispute avec Louis XIV. Parce que c'est vraiment, voilà, ils s'aimaient beaucoup les deux frères, mais ils se disputaient beaucoup. Et je crois que Louis XIV voulait marier un des fils de Monsieur avec quelqu'un qui n'était pas d'accord du tout, parce qu'il pensait que c'était pas assez haut pour son rang. Donc il s'est énervé, et puis voilà. Il s'est énervé trop fort. Mais c'est vrai qu'au niveau de sa cour, on a gardé que lui, alors qu'il avait d'autres personnes. Vous en êtes tout dans la lecture. Ça arrive. C'est pour ça que je me demande où vous en êtes. Je suis au milieu du tome 3. D'accord, ça arrive dans le tome 3. D'accord. Donc, il y a un nouveau calendrier mais il y a pas que. Mais vous avez déjà en fait croisé d'autres personnages de la cour dans les premiers tomes. La princesse des Ursins, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, c'était vraiment une courtisane de l'époque très importante et une diplomate de l'époque de Louis XIV. Le ministre de la guerre, Mélac, c'est aussi un général. Il avait l'éventail de maîtresse. On vous dit que ça arrive. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Montfaucon aussi faisait partie, non? Alors Montfaucon, le lieu de Montfaucon, oui. Montfaucon, c'était le gibet des rois de France, historiquement, jusqu'à Louis XIV et jusqu'à Louis XV d'ailleurs. C'était là où on pendait les criminels à Paris, et ça remonte vraiment au Moyen-Âge, c'était le gibet de Montfaucon. Donc là, j'ai créé un personnage qui s'appelle Raymond de Montfaucon, qui est dans cette tradition-là. Voilà, tout à fait. Raoul et... Il y a Raoul et Raymond. Raymond de Montfaucon, c'est le directeur de la Grande Écurie, c'est l'école dans laquelle Jeanne va arriver en arrivant à Versailles. Et puis dans le tome 2, on trouve le frère, encore plus terrible, hein, c'est Raoul de Montfaucon qui est lui un bourreau royal qui continue d'officier au gibet de Montfaucon. Alors, puisque le premier fait partie de la fronde. Alors là, c'est un énorme spoil. Tout le monde se bouche les oreilles, tous ceux qui n'ont pas lu. Ça arrive, ça arrive. Non mais en fait oui, donc c'est le point de départ, la mort, la renaissance de Louis XIV, c'est le point de départ d'un nouveau calendrier. Oui, alors c'est vrai que mon point de divergence 1715, c'est la fin d'une ère, la fin de l'ère chrétienne. D'ailleurs la religion chrétienne, catholique, cesse d'être pratiquée officiellement. En tout cas, il y en a qui continuent de la pratiquer sous le manteau. À partir de la mort de Louis XIV, il y a cette nouvelle religion du sang, la faculté hématique qui émerge, et c'est l'an 1 de l'ère des ténèbres. Donc l'ère des ténèbres commence avec la transmutation de Louis XIV, et notre histoire, 3 siècles après, on est en l'an 299 des ténèbres. C'est là qu'on rencontre Jeanne. Ouais, exactement, ce qui correspond à 2014 dans notre calendrier. D'accord. Moi, je voulais juste savoir, il y a un personnage, dont je tairai le nom, qui est très en amour. Suivez mon regard. Qui est très en amour avec Shakespeare. Vous avez. Vous pouvez le dire, il est en couverture là. Donc, allez, il est en couverture du dernier tome, du 5e, c'est Lord Stirling Rendust. Alors, une fois encore, je me permets un petit aparté. Je parlais tout à l'heure du fait de casser les codes, de prendre l'imagerie de Versailles, voilà, un peu toute faite, et puis d'avoir des chocs, des anachronismes, des choses à quoi on ne s'attend pas. Il y avait Naoko, la geisha, qui arrivait à Versailles. Il y a aussi Stirling, lui c'est un punk anglais, c'est un agent diplomatique de Londres dépêché à Versailles, c'est un punk, ouais. Il a vraiment la crête, la boucle d'oreille en épingle la nourrice, et puis surtout la philosophie. No future, c'est les Sex Pistols à Versailles. Et puis Shakespeare, parce qu'il cite Shakespeare à tour de bras. C'est génial. Vous aimez particulièrement Shakespeare ou c'est juste pour donner ce côté très punk mais en même temps qui cite Shakespeare?
Non, j'aime beaucoup Shakespeare. Je trouve qu'il y a un génie à la fois poétique et philosophique chez Shakespeare et qui cadre tellement bien avec ce personnage, qui voilà, utilise des aphorismes pour montrer sa vision du monde. Donc les deux se rejoignaient bien. Je trouve qu'il y a un côté punk déjà à la base chez Shakespeare, sans doute. Ah oui, ça lui va, enfin, je trouve que ce personnage est parfait. Enfin, c'est mon chouchou, voilà. Voilà, alors c'est vrai qu'on me demande parfois est-ce qu'il y a de la romance dans Vampiria. Il y en a, mais c'est du slow burner, parce que c'est un monde très dangereux, hein, où la survie, il faut vraiment faire attention de qui on tombe amoureux. D'ailleurs, Jeanne l'apprend sans spoil, peut-être un peu assez dépend dans le premier tome. Mais voilà, parfois les personnages quand même baissent leur garde et laissent les sentiments, mais très lentement, voilà, se développer, et ça peut donner après des feux incandescents. Il est possible que le très froid Lord Sterling s'embrase lui aussi à un moment donné. Petite question par rapport à Cogito. Ouais. Vous parlez beaucoup des philosophes, des cartes. J'ai l'impression en fait que vous avez eu 1000 vies pour pouvoir parler autant de tous ces univers différents. Et vous aimez beaucoup la philosophie parce que c'est entre Damasio et tout ce qui était la loi des robots et toute la philosophie Asimov, par rapport à Asimov, pardon. Par rapport à Asimov et tout ce qui est philosophie par rapport à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que vous avez étudié exprès pour le livre ou ça vous a toujours intéressé Non, je parlais tout à l'heure de mes chocs de lecteurs, hein, parce que c'est souvent nos chocs de lecteurs qui font après l'auteur qu'on devient. Tolkien pour la fantasy, les mondes, tout ça. La découverte de la philosophie en terminale, vraiment à l'école, hein, ça a été aussi un choc pour moi, ça m'a vraiment marqué. Et j'en lis depuis, je trouve ça enrichit tellement la vision du monde. Et je trouve que nous, en France, on a la chance que la philosophie soit valorisée dans le cursus. Alors, il y a peut-être qu'ils détestent la philo ici, mais moi, je trouve que voilà, c'est... Et quand j'ai écrit Cogito, alors Cogito, c'est un roman one-shot. Hein, je parlais toujours tout à l'heure de ces romans en un seul tome, consacrés à l'intelligence artificielle. J'imagine un futur assez proche, un peu comme dans Phobos, hein, dans quelques dizaines d'années, où presque tous les métiers ont été automatisés. Quand j'ai commencé à l'écrire en 2017, on n'en parlait pas trop, là ça devient de plus en plus crédible. Hein. L'IA est partout, les robots sont partout, et on va suivre, alors punk encore, hein, on va suivre une punk du futur qui s'appelle Roxane, une jeune femme de 18 ans, qui, ouais, la réalité rattrape la fiction. Et elle, ses parents ont été remplacés justement par des robots, ont perdu leur job, elle se voit aucun futur, donc elle a un gang avec qui elle écume une ville, voilà, les 99% de la population est désœuvrée et un peu sur les marges, il n'y a plus que 1% qui a vraiment accès à un emploi. Elle casse des robots dès qu'elle en voit. Le roman commence par un email mystérieux qu'elle reçoit. On lui propose de participer à un stage de programmation neuronale. On lui explique qu'on va l'inviter tout frais payé dans une île tropicale paradisiaque, un peu une espèce de club med, et qu'on va lui injecter des nanorobots dans le cerveau pour la transformer en génie. Et elle aura ainsi accès au marché de l'emploi, elle fera partie des privilégiés. Donc, bon, elle signe, bille en tête, sans lire les petites clauses en bas. Et c'est sans doute un pacte avec le diable qu'elle va signer. Après, il faut lire le roman, c'est vraiment un techno-thriller. Mais c'était pour moi, je l'ai vraiment écrit pour comprendre déjà moi ce que c'était que l'intelligence artificielle et quelles seraient ses conséquences sociales. Et en écrivant, je me suis rendu compte que pour définir l'intelligence artificielle, pour définir ce qu'était une machine pensante, il fallait déjà définir ce qu'était l'intelligence et la pensée tout court. Et c'est comme ça que la philosophie s'est invitée en fait dans le récit. Et je suis remonté à ces philosophes un peu poussiéreux comme Descartes, hein, le discours de la méthode, on peut penser que c'est un truc voilà, complètement dépassé. Et en fait, je pense que ce sont nos meilleurs alliés aujourd'hui pour affronter notre futur. Descartes a dit, voilà, il y a 3 siècles justement, sous Louis XIV, je pense donc je suis, cogito ergo sum. Et je l'ai mis au cœur du roman. Est-ce qu'une machine pourra dire un jour cogito ergo sum? Bah, faut lire pour savoir quelle est la réponse que j'apporte à ça. Ça répond à la question? Ouais. Je voulais savoir quel est votre auteur de SF préféré? Alors c'est difficile, c'est un peu comme choisir le livre préféré, personnage préféré. Bon, il y en a quand même que j'aime beaucoup. J'ai adoré quand j'étais ado et j'ai lu après presque tout ce qu'il a fait, Dan Simmons, Hyperion. Je sais pas si vous l'avez lu. Qui a lu Hyperion ici? Ouais. C'était un grand classique des années 90 qui est malheureusement moins lu aujourd'hui. Il y a des projets d'adaptation en série télé, mais c'est tellement, voilà, un space opéra tellement énorme. Je sais pas si ça verra le jour, c'est vraiment génial. Bon, Asimov aussi, plus pour le côté cartésien, la construction.
c'est vrai qu'il a bâti les lois de la robotique, ce que peut faire ou ne pas faire un robot, pardon. Donc c'est comme une moralité pour les robots, et c'est encore utilisé aujourd'hui par les programmateurs pour penser l'éthique future de l'IA et des robots. Donc ça montre comment un écrivain de science-fiction peut participer au progrès, à l'innovation. Après, il y en a un autre vraiment qui m'a énormément marqué, c'est Bradbury. Pour moi, c'est le plus beau styliste dans la science-fiction. C'est une écriture poétique. Alors, ça atteint les sommets de la littérature générale, c'est vraiment, mais tout en étant de la science-fiction. Donc je dirais, voilà, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Vous alors, écrivain de science-fiction préféré? Moi j'aime les trois de l'âge d'or, Asimov, Heinlein et Herbert. Ok. Alors c'est vrai que moi Dune, je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune, donc ça m'a moins marqué, mais c'est vrai que c'est l'équivalent, souvent on dit, du Seigneur des Anneaux en science-fiction, quoi. C'est ce genre d'œuvre séminale qui peut complètement vous marquer à vie. Et aujourd'hui, avec justement ChatGPT et toutes ces applications qui éventuellement peuvent écrire à la place de l'auteur, comment vous voyez justement ce développement J'observe avec un mélange d'intérêt, de fascination et d'inquiétude aussi. C'est vrai que l'IA générative, comme on dit, elle est de plus en plus perfectionnée et c'est exponentiel. Et c'est vrai dans tous les arts créatifs, pas seulement la littérature. Moi j'ai beaucoup d'amis artistes, plasticiens, illustrateurs. Quand on regarde, parce qu'il y a un peu d'avance de l'IA visuelle par rapport à l'IA textuelle, en tout cas de création notamment romanesque. Quand on regarde ce que faisaient des logiciels comme Midjourney il y a 2 ans et ce qu'ils font aujourd'hui, il y a 2 ans c'était des dessins de maternelle, maintenant c'est des tableaux de maître par rapport à un prompt. Donc ça remet quand même en cause, en tout cas ça pose la question comment la créativité humaine peut tirer son épingle du jeu, se différencier. J'ai pas la réponse, j'observe ça, j'ai des intuitions, notamment celle que aujourd'hui le sentiment esthétique, alors là, on va rentrer un peu dans la philo, mais ça a été défini beaucoup au niveau du récepteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va créer une émotion esthétique chez le lecteur ou le spectateur d'une œuvre. Et aujourd'hui, des logiciels comme ChatGPT ou Midjourney, ils peuvent créer vraiment une production qui va vous créer une émotion esthétique. Donc de ce point de vue-là, c'est une œuvre. En revanche, il n'y a pas d'intention. La machine ne peut pas, tant qu'on n'a pas atteint la singularité, donc la machine consciente d'elle-même, mais on ne l'a pas atteint aujourd'hui, la machine ne peut pas avoir d'intention. Donc si on change la définition de l'art du point de vue du créateur, que ce qui compte maintenant c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est l'intention qu'on met dans un texte, qu'on met dans une œuvre, là l'humain est complètement devant la machine. Donc tout dépend comment on définit l'art. C'est une réponse en faisant un petit détour par la philo. Mais bon, je suis spectateur très attentif de ce qui se passe. Je pense que l'IA va aussi nous fournir des outils peut-être pour créer encore mieux. En tout cas, ça c'est la vision optimiste. Et la vision pessimiste, je vous laisse imaginer. Dans Cogito, notamment, il y a ce concept assez glaçant des romans, des films et des séries télé sur mesure basés sur les algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui ont accès à toutes vos données personnelles et qui vont écrire un roman pour vous ou faire une série télé ou un film par rapport à ce que vous aimez déjà, en mettant les visages et les noms de vos amis sur les personnages. Donc ça va ne faire que renforcer ce que fait déjà Amazon aujourd'hui, c'est-à-dire vous donner ce que vous aimez déjà et ne jamais vous faire sortir de votre zone de confort pour vous donner vous enrichir votre vision du monde, ce que font les libraires avec le conseil, vous permettre de faire des découvertes, des vraies découvertes. Un des grands risques de l'IA, je pense, c'est de vous enfermer dans votre bulle de ce que vous connaissez déjà et finalement de diminuer votre expérience humaine du monde. Donc là, on a une mission militante. Ce que vous imaginez, c'est ce vers quoi on tend. Ça fait peur, quoi. Mais en même temps, il y aura toujours la contre-culture. Il y a une culture dominante, il y a une contre-culture. Il y aura toujours un repoussoir des gens qui vont avoir conscience de ça et vouloir justement aller vers l'inverse. Et je pense que ça va revaloriser encore plus le conseil, la création authentique. Mais en tout cas, ça sera une ligne de combat. Est-ce qu'il faudrait contrôler justement l'utilisation de ces IA ou Ça, très certainement. Après, il faut savoir comment le contrôler. Je pense qu'à minima, et là, tout le monde s'entend dessus, je pense qu'il faudrait dire quand c'est créé par une IA ou pas. Il faudrait que le public sache s'il lit ou s'il voit une image créée par une IA ou par un vrai artiste. Ne serait-ce que pour des questions de copyright.
aujourd'hui, on ne peut pas poser de copyright sur une création faite par une IA. C'est-à-dire que vous voyez une image ou un roman écrit par une IA, vous avez le droit de le photocopier, de le distribuer à qui vous voulez. Celui qui a fait le prompt ne peut pas gagner d'argent, en tout cas ne peut pas vous interdire de le copier. Alors qu'un artiste authentique, bien sûr, il y a un copyright, c'est droit d'auteur. C'est que si un pays décide d'interdire la création l'IA dans l'art, bah, il y a d'autres qui vont le faire. Et du coup, l'art circule et on peut acheter. Donc, il faudrait vraiment un consensus mondial. C'est ça le vrai challenge sur ces technologies. C'est d'avoir une réglementation pour le monde entier. Surtout que ces technologies sont essentiellement américaines. Alors, les Français sont très en pointe aussi sur l'IA. C'est vrai qu'au niveau commercial, c'est surtout les réseaux sociaux qui utilisent l'IA derrière et qui, eux, sont des plateformes américaines. Mais sur la programmation vraiment de l'IA, les Français, ça fait partie des nations en pointe là-dessus. Okay.